Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans le bilan de la semaine numéro 5. Aujourd'hui, on parle de deux films. Je vous avais dit la semaine dernière que j'irais voir cette semaine le film Danish Girl et le film Tout en haut du monde. Finalement, j'ai pas pu voir Tout en haut du monde pour une question d'horaire, etc. parce qu'il est qualifié de film pour enfants, donc du coup les horaires sont pendant les cours en fait, à base de 13h40, etc. Donc c'est pas forcément pratique d'y aller. Mais maintenant que c'est les vacances, je pourrais aller le voir la semaine prochaine. Donc cette semaine, j'ai été voir Danish Girl et Steve Jobs. Je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que dans les deux cas, ce sont des films qui sont tirés de personnages réels, puisque pour Danish Girl, c'est un vrai peintre qui a vécu dans les années 20-30 et qui a donc fait cette opération pour devenir femme. Et Steve Jobs, on le connaît tous, l'un des fondateurs d'Apple et le sorte de gourou du marketing qu'on a connu, enfin moi que j'ai connu en le voyant à la télé, etc. quand j'étais petit, parce qu'il est décédé en 2011. En tout cas, j'ai connu ce personnage et la vision que j'ai vient surtout des médias et de la sorte de guerre entre ceux qui disent que c'est un pur génie visionnaire et les autres qui pensent que c'est un opportuniste vraiment sévère, arrogant et égocentrique. Et donc, dans ces deux films, on a la vie d'une personne réelle, mais par le traitement d'un scénariste, d'un réalisateur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les deux cas, c'est tiré d'un livre. Parce que pour Danish Girl, c'est tiré d'un roman qui a été écrit dans les années 2000, si je ne me trompe pas, mais qui est lui tiré de l'histoire de... je ne me rappelle plus exactement de son nom, de Egnar, je crois, qui a vécu lui dans les années 30, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça fait que c'est pas la version réelle que vous voyez à l'écran. Il faut pas y aller en se disant tout s'est passé exactement comme ça. Et pour Steve Jobs, c'est un peu la même chose parce que c'est une question d'interprétation par le réalisateur et par le scénariste. Le scénariste dans Steve Jobs a fait un gros travail au niveau des dialogues et c'est une vraie interprétation du personnage. Donc ne vous dites pas si vous allez voir Danish Girl ou Steve Jobs que vous allez voir la vie exactement comme elle s'est déroulée et parce que il faut jamais se dire ça, je pense, pour un film, même pour un documentaire, parce que c'est toujours une question de point de vue. Mais en tout cas, ici, il y a eu pas mal de changements pour traiter une histoire et pour la rendre bien à l'écran. Je vais traiter ces deux films en parallèle, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est très intéressant au niveau de l'interprétation qu'on fait d'une personne réelle. Pour Danish Girl, je l'ai vu ce lundi. Déjà, si vous y allez, pensez à prendre des mouchoirs, parce que y a pas mal de gens qui pleurent. Non, c'est pas vrai, j'ai pas pleuré. Et parce que tout simplement l'histoire est très touchante et la façon dont elle est mise en scène vous plonge vraiment dans l'histoire. Les acteurs sont tous vraiment géniaux, c'est un film qu'on peut appeler un film à performance d'acteur. Donc il y a Eddie Redmayne qui joue le personnage principal, sa femme est jouée par Alicia Vikander, son ami est joué par Matthias Schoenaerts, et son amant, joué par Ben Whishaw, que vous avez vu par exemple dans Cloud Atlas, qui avait un rôle à l'intérieur. Et donc tous ces acteurs sont vraiment ultra performants, dans le sens où ils font des grandes performances dans ce film. Et c'est le genre de film où vous oubliez, même si vous avez déjà vu l'acteur et que vous le connaissez, c'est pas vraiment mon cas parce que j'ai pas suivi la filmographie de ces acteurs-là, mais vous voyez vraiment le personnage, il n'y a aucun moment où vous vous rappelez que c'est un acteur qui est en train de le jouer. Et c'est là que la magie du cinéma entre en jeu, parce que avec en plus la réalisation de Tom Hooper, qui avait réalisé par exemple Le Discours d'un roi et d'autres films, mais je crois que j'ai vu seulement Le Discours d'un roi. C'est une réalisation assez classique, il n'y a pas d'incroyable innovation au niveau de la réalisation, mais c'est un film qui sait prendre son temps et qui surtout a des jeux aussi au niveau du cadrage. Il y a certains plans où je me suis dit que les personnages étaient vraiment perdus dans le décor, ou avec de très... Dans le format, on voit on voit très beaucoup. On voit énormément le décor, et le personnage se trouve en petit dans un coin, donc il y a une sorte d'étouffement, et le personnage fait partie de ce décor-là. Il y a aussi un jeu sur je crois que c'est sur les focales des appareils, puisqu'il y a une déformation parfois des décors qui fait que deux personnages de premier plan vont être assis ici, et vous aurez l'impression que le décor s'étend très loin derrière. Il y a un côté peinture qui est pensé pour faire référence à la peinture du personnage, des deux personnages, puisque les deux personnages peignent. Donc ce film est très intéressant au niveau esthétique, puisque vous allez avoir une mise en scène qui sert vraiment l'histoire, et qui vous permet de plonger à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas vraiment fait pour la première vision du film, mais je pense que si je le revois, je vais étudier un petit peu plus en détail cette
cette mise en scène parce que ça peut être très intéressant au niveau montage, au niveau cadrage, de savoir comment expliquer telle ou telle chose. Et la mise en scène, j'aime beaucoup étudier les mises en scène dans les films. Pour ce qui est de Steve Jobs, on peut dire aussi que c'est un film à performance parce que le personnage de Jobs, je parle vraiment de personnage ici, parce que comme je vous l'ai dit, ça s'éloigne de la personne réelle, et en tout cas des événements réels. Donc c'est vraiment un personnage que vous voyez, les événements ne sont pas passés comme vous le voyez dans le film. Il ne faut pas se dire que c'est Steve Jobs, c'est le personnage de Steve Jobs tel qu'il a été interprété, et tel qu'il a été interprété aussi par le réalisateur et le scénariste. Fassbender qui joue Steve Jobs, même s'il lui ressemble pas physiquement, vous voyez, vous ressentez que c'est lui, et c'est joué à la perfection. Pareil pour Kate Winslet, qui joue sa consultante en marketing. Et j'ai mis un peu de temps, parce que je savais qu'elle était dans le film, mais j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que c'était elle. J'ai peut-être mis les 10 premières minutes et je me suis rappelé qu'elle jouait dedans et je me suis dit ouais c'est elle qui joue là, et j'avais complètement occulté l'actrice pour vraiment voir le personnage. Pareil pour Seth Rogen qui joue Steve Wozniak, qui est le co-créateur de l'Apple II. Donc si on veut caricaturer, on dit que lui c'est celui qui construit et Steve Jobs c'est celui qui imagine et qui va vendre la chose. Et donc il est interprété ici par Seth Rogen, que j'ai déjà vu mais dans des comédies, parce qu'il s'illustre surtout dans des comédies. Par exemple il était dans L'interview qui tue et dans un délire avec la fin du monde avec James Franco, je sais plus exactement le nom. Mais en tout cas il est surtout dans des comédies, et là il interprète vraiment un rôle grave, un rôle où il a besoin de s'investir aussi émotionnellement et de nous investir émotionnellement. Je trouve qu'il arrive à faire ça à la perfection. La réalisation, je ne l'ai pas dit, mais c'était fait par Danny Boyle. Danny Boyle, vous l'avez sûrement déjà vu de ses films, même si vous ne le savez pas, il s'illustre en fait dans différents genres, donc c'est ça aussi qui est très intéressant pour un réalisateur lorsqu'on le suit, parce qu'il a fait un film qu'on peut dire un film d'horreur, un film d'horreur de zombies, même si c'est pas des zombies, qui s'appelle 28 jours plus tard, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Un film Slumdog Millionnaire, qui a eu pas mal de succès médiatique puisqu'il a remporté un Oscar, si je ne me trompe pas. Il a fait aussi Sunshine, qui est en grande partie très bon, et en petite partie moins bon. Donc il a fait ces films-là, il en a fait d'autres, il a fait Trainspotting avec le jeune Ewan McGregor. Voilà, le jeune Ewan McGregor dans ce film. Donc il y a plein de films de lui que vous pouvez regarder. Pareil pour la filmographie de Tom Hooper, qui semble très intéressante, même si je n'ai pas encore tout vu. Donc je vous invite à aller voir ces deux films, parce que c'est très intéressant de voir la façon dont on peut interpréter l'histoire d'une personne et en faire un personnage de fiction, et le sortir un petit peu de sa réalité, de se dire que c'est pas la vraie personne qu'on traite, c'est seulement notre interprétation de cette personne. C'est particulièrement le cas avec le film Steve Jobs, parce qu'il a été écrit par Aaron Sorkin, qui a écrit The Social Network, donc le film sur Facebook, qui est aussi un biopic sur un créateur de technologie et d'innovation. Et dans ce cas-là, c'était aussi beaucoup axé sur les dialogues, beaucoup axé sur la vitesse des dialogues. Et c'est en ça qu'il y a un côté théâtre filmé qui peut déplaire à certaines personnes, parce que ce sont des scènes qui sont assez longues et où les personnages vont discuter, et il va y avoir plein de choses qui se passent dans leur conversation, mais ça m'a beaucoup plu dans le film, c'est ce qui m'a fait vivre cette expérience de l'intérieur. Vous pouvez me dire si vous avez vu ce film, et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de film assez dense au niveau dialogue, où il y a vraiment une sorte de réplique à réplique qui va très vite entre les personnages et qui vous montre à quel point ils peuvent penser vite et ils veulent convaincre l'autre, etc. Et c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Le film Steve Jobs est aussi intéressant par la manière dont il met en scène son personnage principal, puisqu'il le place comme un homme calculateur, mais aussi visionnaire, et qui a du mal à gérer ses émotions, ses sentiments, qui a du mal aussi à être agréable aux autres, parce que ce soit par rapport à sa fille, sa femme, ou bien les personnes autour de lui, il a un côté vraiment calculateur, et sait ce qu'il veut, et veut convaincre l'autre qu'il a raison, donc c'est très intéressant, et ça le montre pas comme un mec sympa en fait. Ça le montre pas comme un monstre non plus, mais ça joue sur cette dualité, et de montrer qu'il est ni l'idéal, ni vraiment le monstre que beaucoup pensent dans le film, parce qu'après, pour la réalité, je sais pas. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir comment Apple a réussi à donner cette image à la marque, cette image de perfection, cette image de grande qualité, et cette image de vous avez besoin de ce produit maintenant, dès qu'il sort, comment ils arrivent à orchestrer la sortie de quelque chose qui est juste un produit à vendre, mais qui va être tellement bien agencé que tout le monde va avoir besoin de l'acheter. À un moment donné dans le film, il dit que en voyant l'ordinateur, ils ne doivent pas savoir comment ça marche,
la personne qui voit ne doit pas forcément savoir comment ça marche, ni ce qu'il pourra faire avec, il doit seulement savoir qu'il le veut et qu'il le veut maintenant. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a un rapport un petit peu avec la science-fiction, même si c'est pas du tout un film de science-fiction, hein, mais parce que dans l'introduction, il y a une interview qui date des années 60 ou 70 de Arthur Clarke, qui est l'auteur, entre autres romans, de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui a donc donné le film de Stanley Kubrick. Et il y a une interview de lui devant un ordinateur, où un homme lui parle, et il y a son fils à côté, et l'homme lui dit en 2001, mon fils aura l'âge que j'ai maintenant, donc comment ça se passera avec lui par rapport aux ordinateurs, etc. Quelle sera l'évolution? Et là, Arthur Clarke lui dit que d'ici 2001, tout le monde aura un ordinateur personnel chez lui, duquel il pourra acheter ses tickets de théâtre, il pourra réserver des choses, il pourra être en contact permanent avec le monde. Et c'est une sorte de prévision incroyable de ce qui va être l'avènement des ordinateurs, l'avènement d'Internet et l'avènement de cette communication planétaire hyper facilitée qu'on a aujourd'hui. Et ça m'intéresse parce que de savoir, on dit parfois que la science-fiction a prédit des choses qui allaient se passer. Donc par exemple dans 1984, qui est aussi évoqué dans le film, parce que ça a été la référence qu'ont utilisé les gens d'Apple pour faire une publicité pour la sortie du Macintosh en 1984. Donc tout ce rapport avec l'objet et la science-fiction. Et donc on dit souvent que les auteurs de science-fiction ont prédit ce qui allait se passer, mais il y a aussi ce côté inversé de l'inspiration qu'ils ont pu être en fait. Dans le roman 1984, on parle d'une certaine technologie, dans les romans d'Asimov, on parle d'une certaine technologie, et c'est pas forcément eux qui ont prédit ce qui allait se passer, c'est plutôt les gens qui créent la technologie qui sont imprégnés de toutes ces choses et qui mettent en réalité, qui donnent vie à ces éléments qui ont été écrits dans des livres. Donc ça, c'est vachement intéressant, cette affaire de réciprocité entre ce qui a été écrit et ce qui est créé à partir de ces écrits, donc qui inspire qui est la référence de qui. C'est vraiment intéressant parce qu'on se dit que toute cette technologie et tout ce mode de vie existe déjà dans des romans depuis des années, donc dans des histoires, des gens qui en parlent, etc. Et que petit à petit, ça se construit. Et je pense que ces romans-là ont une certaine implication, une certaine presque responsabilité dans ce qui se passe parce que ce sont eux qui mettent des idées et qui vont ensuite faire germer les choses dans notre réalité. Donc il y a tout cet aspect-là, il y a aussi l'aspect communication de chez Apple qui va utiliser par exemple dans ses publicités des personnes extraordinaires comme Martin Luther King ou bien Einstein, qui vont les mettre en scène et qui vont ensuite placer leur appareil en disant que c'est comme une suite logique, qu'il y a eu tous ces grands penseurs et toutes ces personnes qui ont agi pour leur cause et ils mettent leurs produits à côté de ça. Je juge pas si c'est bien ou mal, je vois juste que la technique est... J'aime bien regarder ce genre de technique parce que c'est comme ça qu'on arrive à ancrer dans l'esprit de la personne qui regarde ces publicités et ces annonces que cet objet est important, que cet objet va révolutionner notre mode de vie et il le place à côté de personnes qui ont révolutionné notre mode de vie d'une autre manière. Donc c'est la façon aussi de se placer et de comment on arrive à caractériser un produit d'une certaine façon en faisant en sorte qu'on l'assimile à des choses extraordinaires qu'on connaît. Donc il y a tout cet aspect-là par rapport au marketing, par rapport à la vente, par rapport à la création d'objets et par rapport à la technologie qu'on a maintenant et de comment on peut faire en sorte de convaincre les gens que c'est vraiment bien et qu'ils en ont besoin. Il y a ce côté prédiction et ce côté, il faut faire en sorte que la technologie soit le meilleur, soit pour le meilleur, mais ça ne correspond pas forcément à la manière dont cette technologie est créée et propagée. Donc ce sont plein de questions intéressantes comme ça à se poser. Je vais pas aller plus loin parce que la vidéo est déjà assez longue pour un bilan de la semaine et en fait je remarque que ces bilans de la semaine sont un petit peu en ce moment comme si je faisais qu'est-ce que j'ai regardé au cinéma cette semaine. Ce sera pas seulement ça, je sais que la semaine prochaine ce sera aussi un petit peu ça parce que je vais aller voir Tout en haut du monde que j'ai pas encore vu comme je vous l'ai dit et aussi Anomalisa qui est le film d'animation réalisé par Charlie Kaufman. Charlie Kaufman c'est le réalisateur de un film mais je me rappelle plus de son nom, mais surtout le scénariste de plusieurs films qui m'ont marqué, comme par exemple Dans la peau de John Malkovich, Human Nature, ou bien, celui-là il va être chaud à dire, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey réalisé par Michel Gondry. Plein de films intéressants avec des idées hyper poussées, hyper complexes et qui poussent à réfléchir. Et donc là ce sera un film d'animation en stop motion, mais qui n'est pas comme tous les films d'animation en stop motion qu'on a vu jusque-là, qui est plutôt un drame humain, avec la vie d'un homme, etc., mais en animation. Donc ça va être super intéressant et je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà pour le côté film.
Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez vu l'un de ces films ou l'autre, si vous avez vu Danish Girl ou Steve Jobs, ou si vous pensez que vous allez les voir, et aussi me donner votre avis sur la question. Juste avant de finir, j'aimerais parler un petit peu des réseaux sociaux, parce que pour l'instant je suis sur Facebook avec ma page. Je suis sur Instagram aussi où je poste des choses de temps en temps mais que je n'arrive pas encore à exploiter complètement. Et on m'a demandé l'autre fois quand est-ce qu'il y aurait un compte Twitter. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous pensez que c'est utile, quelle utilité vous y verriez, qu'est-ce que vous pensez de ce média-là? Est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? Ça m'intéresse de savoir parce que je pense de plus en plus à avoir un compte Twitter et peut-être aussi un compte Snapchat pour discuter et communiquer à partir de mes projets et de ce que je diffuse, mais d'une autre façon, parce qu'il faut utiliser toutes les plateformes et pas se dire que l'une est meilleure que l'autre. Vraiment essayer d'exploiter à fond tous les avantages de ces nouvelles plateformes qui arrivent. Je suis un petit peu lent parce que Twitter, ça fait quand même pas mal de temps que c'est là, et pareil pour Snapchat, mais je pense vraiment à ajouter des comptes pour pouvoir vous montrer d'autres choses et avoir une sorte de division de tout ce que je fais sur différentes plateformes et m'adapter à ces médias-là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces réseaux sociaux, sur lesquels vous êtes, comment vous les utilisez et quel est votre rapport surtout à tel ou tel média. Ça pourra m'aider aussi à savoir qu'est-ce que je vais diffuser sur tel ou tel compte. Donc voilà, vous pouvez me dire tout ça. Cette vidéo était assez longue parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ces films. C'était très intéressant à dire, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez aussi du format et de la durée de ces vidéos. De toute façon, je sais qu'elles sont un petit peu moins vues que les autres parce que c'est moins ciblé et que je parle un petit peu plus librement, et il n'y a pas, enfin librement, il y a pas un concept clé dans la vidéo, c'est parler un petit peu de tout et de rien et de parler de mes réflexions de la semaine. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu plus long, c'est normal. Vous pouvez me dire en commentaire votre avis là-dessus. J'ai un livre aussi que j'ai emprunté pour les vacances, qui s'appelle Les fondamentaux du graphisme. Donc c'est un livre très explicatif, où il y a plein de choses à l'intérieur sur le graphisme. J'ai pas vraiment de base dans ce domaine-là, donc je pense que ça peut être très intéressant à lire. Je vous parlerai aussi de mes autres lectures s'il y en a dans les prochaines vidéos. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a plu, partagez la vidéo si vous pensez que quelqu'un est assez courageux pour regarder 20 minutes d'un mec en train de parler de ce qu'il a fait dans sa semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un site très intéressant pour vous permettre de vous exercer et de progresser en dessin.